Bonjour, bonsoir à tous, c'est Pierre, vous êtes bien sur Envergure, nouvel épisode 2 qui est, vous avez l'habitude comme chaque semaine de nous retrouver. Aujourd'hui on va partir direction la Géorgie pour Assa Newell, le projet pivot intérieur on va dire, très jeune, gaucher, et pour ce faire je suis avec Titouan et Hugues. Messieurs, comment allez-vous? Ça va très bien. Mr. Cellophane, should that be my name? Cause you can see right through me, worldwide by me, and never know I'm there. Bonsoir à toutes et tous. Et Alors c'était là, bienvenue sur Nostalgie. J'ai fait du Broadway, j'ai fait du Chicago, messieurs, dames. j'ai pas du tout la ref. Si vous avez reconnu, vous pouvez mettre le titre dans les commentaires parce que moi je l'ai pas. Alors je ne doute pas des talents de Hugues, hein, c'est juste que à mon avis je ne Tu connais pas. devrais. Tu es en train de dire que c'est de ma génération, c'est ça? Non, C'est c'est aussi de la même possible. génération d'avant, hein. Chicago, ça date de 1960 à Broadway. Donc, tu Ouais, vois, t'as de la marge. un petit peu pour une fois. Messieurs, on va parler pardon de Hassan Ouel. Présentation, Titouan, c'est parti. Hassan Ouel, qui est donc un intérieur freshman, comme tu l'as dit, de 19 ans, qui est né en octobre 2005 pour être précis. 2,10 m pour 2,13 m d'envergure et 100 kg, né à Atlanta, mais a grandi à Athènes, en Géorgie. Alors je sais, ça fait beaucoup de références européennes, mais on est bien aux USA. Il déménage ensuite en Floride où il intégrera le lycée, je vais me risquer à le prononcer, Choctawhatchee High School. Je suis quasiment sûr que je l'ai mal prononcé. Épelle-le, Euh, épelle-le. On ouah, n'aurait pas fait mieux, hein. On n'aurait pas si fait je mieux. l'épelle là, je pense que c'est un mot contre triple au Scrabble. Faut qu'on fasse Et une demi-heure de podcast, donc vas-y, hein, vas-y. Et donc non, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que pour ses 2 dernières années au niveau lycée, il intégrera la prestigieuse Montverde Academy, où il évoluera avec d'autres gros prospects comme un certain Liam McNeely et surtout un certain Cooper Flagg. Et donc, sorti de lycée, c'est une recrue 5 étoiles, où il reçoit des offres d'Alabama ou encore Gonzaga, mais décide de rejoindre sa Géorgie natale et d'intégrer l'effectif des Bulldogs de Georgia, où il retrouve notamment son grand frère, Jaden Nowell. Donc voilà sur Hassan Nowell. Sinon, on peut aussi dire que il faisait partie de Team USA en jeunes, qui ont fait normalement, si je dis pas de bêtises, les mondiaux U17 et U19. Donc voilà, donc un joueur qui a quand même un peu de vécu, on va dire, dans le monde professionnel, si on peut dire ça comme ça, en termes de basket. Je vais vous donner les stats de cette saison pour Hassan Ouel. Donc, il fait 2,11 m pour 100 kg, 15,4 points, quasiment 7 rebonds, quasiment une passe, 54% au global, 29% à 3 points, 75 au lancer franc, une interception, un contre par match. Hugues, tu vas nous parler un petit peu du contexte des Bulldogs Yes, on est dans la SEC, on est dans ici. la Ouais. conférence du dopage, dans la conférence des gros muscles, dans la conférence de normalement on fait du football américain, mais comme on casse assez de bouche, on peut aussi faire du basketball. Et on est dans une équipe de Georgia, pour le coup, qui est un programme vraiment de football. Si vous regardez du basket, Anthony Edwards les a mis sur la map récemment. Avant ça, on avait Nick Claxton et c'est à peu près tout ce qu'on a eu comme basketteur NBA. C'est un programme qui a retrouvé, du coup, grâce, entre autres, à Sunwell, la March Madness cette année. Alors, je vais spoiler la March Madness pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais vous avez un petit peu de retard, donc sinon, bougez-vous les oreilles, mais c'est un premier tour et puis s'en va. C'est un programme qui joue avec deux intérieurs, du coup, Hassan Newell, poste 4, poste 5, mais voilà, à jouer sur le papier poste 4 avec un intérieur plus expérimenté. Sinon, on avait à côté de lui, en rotation dans la raquette, un Somto Cyril que j'adore particulièrement, qui est une sorte d'énorme grosse brutasse athlétique qui à chaque fois qu'il met un dunk va zouker avec le panier, on comprend rien ce qu'il fait, mais un jour il va se faire les lombaires. Et sur la garde arrière, vous avez l'exceptionnel Blue Kane, hein, vraiment, qui a un nom ultra stylé, mais le basketteur, on repassera. Et Dakota Le Few, qui est une sorte de gros scoreur, un peu pyromane. Voilà. Donc, globalement, c'est un programme qui dit on défend fort, on a beaucoup de mobilité et surtout,
parce que Hassan Newell, on attaque le rebond, on va vous mettre la pression, on va vous casser la bouche sous le cercle avec du rebond. Et c'est ce que Hassan Newell a excellemment fait cette saison avec les Bulldogs. Tito, on va aller dans ta direction. Qu'est-ce qui refait un prospect NBA à Noël? Dis-nous tout. Le profil défensif et j'irais même la polyvalence défensive. C'est un très bon protecteur de cercle. Il est à quasiment 4% de block percentage, donc c'est bon sans être excellent, mais surtout il a une protection de cercle qui est très dissuasive grâce à sa longueur. J'avais dit 2,13 m d'envergure, son jump parce qu'il est très vertical, puis il a un bon timing pour venir contrer en second rideau. Et je trouve qu'il a une bonne coordination main-œil, c'est-à-dire qu'il se trouve rarement sur ses contres. Il peut aussi switcher. Je le trouve pas lourd sur les appuis. Je trouve qu'il est assez mobile. Il a globalement une bonne rotation des hanches. En NCA, il peut défendre sur quasiment les 5 postes. Évidemment, je pense pas qu'en NBA ce sera le cas. Mais je pense qu'on aura un joueur qui sera pas ridicule sur de courtes séquences face à des arrières ailiers NBA à terme. Et c'est un joueur qui est plutôt un bon défenseur sur l'homme, qui résiste plutôt à l'impact, même si je pense que prendre 2-3 kilos en plus, ça lui ferait pas de mal. Donc voilà, on a un profil qui peut être utilisé aussi bien dans des systèmes de switch all que dans des systèmes en tant que low man défensif ou même sur du drop. Et je pense que cette polyvalence défensive est clairement sa carte d'entrée en NBA, car ça a énormément de valeur dans une NBA toujours plus en mouvement, toujours aussi inventive, d'avoir un joueur aussi polyvalent défensivement, même si on pourra noter que c'est pas un joueur qui va faire beaucoup de big plays défensifs. C'est pas un joueur qui, quand il est sur le terrain, défensivement, tu dis, ok, j'ai remarqué qu'il était là. C'est un joueur qui est plutôt, je pense que Hugues va en parler, mais qui se fait plutôt discret, mais qui fait quand même le travail. Donc voilà. Hugues, est-ce que tu nous confirmes ce côté col bleu travailleur de l'ombre? Ah ouais, de l'ombre, hein. C'est l'ombre de l'ombre, hein, parce que Hassan Newell, j'ai chanté Mr. Cellophane, Monsieur Transparent, parce que c'est un garçon, quand il est. Alors là, on est dans les points forts, donc c'est pas le bon moment, mais il est sur le terrain, tu t'en rends pas particulièrement compte. Maintenant, pour rejoindre sur la défense, c'est vrai que c'est un mec qui est ultra mobile et lui, tu te dis, vas-y, on va pouvoir aller trapper, on va pouvoir blitzer, on va pouvoir agresser le pick and roll à outrance en NBA, ça va être très très efficace et ça va être très vif. Moi, un autre point fort, je suis allé côté offensif et je suis allé surtout sur le rebond offensif. C'est un garçon qui prend 3,5 rebonds offensifs par match. C'est énorme. Il prend autant de rebonds offensifs que de rebonds défensifs. C'est un mec qui a un sens du placement, qui sait toujours où le ballon va arriver, qui est excellent pour contourner les backs out, qui va réussir avec ses segments à venir chipper des ballons par-dessus les défenseurs sans faire faute. Donc vraiment un gars qui se positionne extrêmement bien et ça va être en complément de ça sur le rôle. C'est un mec qui, alors, met pas les écrans les plus insistés, les plus marqués, mais slip très rapidement au panier. Encore une fois, se projette très bien vers l'avant. Vraie belle verticalité pour pouvoir dunker, capable de poser 2-3 ballons sur son rôle pour pouvoir terminer. Et même quand ça finit pas bien, en fait, encore une fois, il va récupérer le rebond offensif. Donc un joueur qui est parfait en NBA pour des arrières à fort volume et notamment sur le tir extérieur parce que si vous avez un centre de gravité sur sur le porteur de balle sur le tir externe, ça va libérer l'intérieur qui peut jaillir très vite au panier, ce que va faire Hassan Newell. Il peut finir en lob et si l'arrière c'est un bon cochon et que c'est un bon croqueur et qui prend énormément de shoot dans le périmètre, Hassan Newell il va pouvoir faire les boueurs et aller récupérer 1, 2, 3 ballons par match comme ça, gratter et remonter le ballon, sachant qu'il finit bien au panier. Il finit à 73% au panier, ce qui est vraiment un chiffre très intéressant. Élite, hein, Ouais, presque. élite. Sachant que sur ces 73% de finition au panier, on considère aussi en gros, les finitions de lay-up, move post bas qui va lui-même s'amener. Donc 50% des tirs ne sont pas une passe décisive. Donc globalement, quand Hassan Newell catch un ballon près du panier, il y a 2 points. On va aller sur les axes d'amélioration maintenant. Avec toi, Titouan, qu'est-ce qui doit gommer ou améliorer pour se faire une place au niveau supérieur? Je pense que le truc avec ce profil-là, c'est un peu bateau, mais ça va être le tir. Pour l'instant,
dans les chiffres en soi, c'est pas un bon shooter parce que tu as 29% à 3 points sur 2,7 tentatives, donc c'est pas excellent, c'est même pas bon. Mais pour moi, c'est pas catastrophique parce que bah, tu as un intérieur freshman de 19 ans et de 2,08 m. Donc, enfin, je veux dire, les gars de 19 ans et de 2,08 m qui shootent à 40%, ça court quand même pas les rues. Moi, je vois quand même plusieurs indicateurs et choses positives là-dedans. C'est que déjà, c'est un joueur qui prend ses tirs. Le volume de quasiment 3 tirs à 3 points par match, je trouve assez prometteur, encore une fois, pour ce profil d'intérieur freshman avec cette taille-là. Euh, il a confiance en son tir. Je pense que, alors c'est peut-être des consignes du coach aussi, hein, mais qui lui autorise à prendre autant de shoots par match à 3 points. Mais du coup, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Je pense que les coachs, enfin, on l'a déjà dit, mais les coachs en NCAA sont là pour gagner des matchs, pas pour faire du social. Et je pense que si le staff de Georgia estime que c'est valuable pour eux d'avoir un Newell qui tente quasiment 3 tirs à 3 points par match, c'est qu'il y a quelque chose à creuser et qu'ils ont dû voir à l'entraînement, par exemple. Et à côté de ça, tu as 75% au lancer franc sur 4 tentatives par match. Donc là aussi, c'est un très bon indicateur, je trouve, encore une fois, pour un intérieur aussi jeune de ce profil-là. Et si on creuse un peu plus loin, je l'ai dit au tout début, mais c'est un gars qui a fait les compétitions FIBA en jeune. Et pareil, tu as 16 sur 17 au lancer franc sur ces 2 compétitions FIBA. Donc historiquement, c'est quand même un bon shooter de lancer franc. Donc on peut se permettre d'espérer une bonne projection du tir à terme. Donc voilà, c'est actuellement pas un bon shooter, mais il y a beaucoup de voyants qui sont au vert et d'indicateurs prometteurs pour la projection de son tir en NBA. Donc, pas dès sa saison rookie, mais en année 2, voire même 3, 4. Et j'ai évidemment pas besoin de préciser la valeur structurelle qu'apporterait un joueur de 2,8 m avec une telle polyvalence défensive qui ajoute un tir à 3 points. Hugues, on va aller vers toi. Est-ce qu'il y a d'autres choses pour qu'améliorer le tir du joueur gaucher? Alors moi, c'est un point amélioration faible auquel il peut pas grand-chose, c'est qu'il fait 2,08 m et qu'il fait 100 kg. C'est que on le projette, très clairement, on le projette pas comme un poste 4 en NBA. Là, ce qu'on décrit, on est sur il joue 4 à la fac parce qu'il joue avec 2 intérieurs, mais nous, on parle actuellement d'un pivot. Et il est petit pour un pivot, il est assez fin pour un pivot, il a un bas du corps qui est vraiment à développer. Et quand je vois ce joueur-là, je me dis pas, tiens, lui, on peut en faire un gars à 110, 115. C'est un genre de profil qui est difficile à établir et on va en parler dans les projections derrière et les shades off. Il y a assez peu de garçons qui ont réussi alors j'ai toujours le mot français qui est pas bon, mais à translater, tu vois, à projeter ça, en tout cas leur profil physique en NBA à être efficace. On parle souvent de backup, voire de joueurs qui jouent pas du tout. Donc voilà, moi c'est plus une inquiétude sur son corps et ce qu'il est, plutôt que des choses à développer. Et pour être efficace en faisant cette taille-là et en étant maigre, entre guillemets, en tout cas fin, il faut effectivement, comme l'a dit Titouan, qu'il soit une vraie menace extérieure, qui compense son manque de verticalité, enfin son manque de taille et d'épaisseur physique par un problème insoluble offensif. Je vais un peu résumer ce que vous venez de dire. Là, on a un joueur qui est à peu près, moi ce que j'entends, bon partout, très bon dans la finition au cercle, des promesses défensives. Sur papier, ça a l'air quand même plutôt sympa. Des limitations au niveau du physique, comme tu viens de le dire, Hugues, du fait de sa taille, du fait de son morphotype. Est-ce qu'il n'y a quand même pas des raisons d'y croire un peu? D'ailleurs, c'est quand même quelqu'un qui, dans les mocks en tout cas, on a l'impression qu'il monte, plus les semaines passent, plus il monte dans les mocks. Comment vous sentez ça? Comment vous expliquez ça? Moi, je pense que bon, après, je suis peut-être plus haut que Hugues sur lui, mais moi, son physique me fait pas peur. Déjà parce que je pense, faut vérifier, mais globalement, je pense que c'est un peu le rapport taille-poids qu'a un mec comme Nick Claxton, par exemple, qui est un pivot titulaire en NBA et pas, même s'il est pas dans une bonne équipe, c'est pas un mauvais pivot titulaire. Euh, et en plus, je pense que dans la NBA actuelle, ton protecteur de cercle n'est pas forcément ton joueur qui doit absolument défendre le poste 5 en homme à homme comme on le voyait dans les années 2000 ou même les années 90. Je pense que si tu l'utilises
effectivement, si tu t'attends à ce qu'ils doivent défendre en homme à homme un Joel Embiid, bon, tu me diras, vu l'état physique de Joel Embiid, je pense qu'il pourrait y arriver, mais Il a Sylvie qui le défend en homme. mais voilà, si tu t'attends à ce qu'ils défendent en homme à homme un pivot comme ça ou un Zion au poste bas, oui, effectivement que son physique va pas l'aider. Mais je pense que la plupart du temps, il va pas avoir à défendre en homme à homme au poste bas des gros pivots de 120 kilos. Et après, là, c'est au coach, en fait, enfin, c'est au coaching staff de l'utiliser de manière à le mettre en valeur. Et sur du roaming, par exemple, sur du drop ou des choses comme ça, faut voir les profils de joueurs qu'il a à côté de lui aussi, hein. Mais ouais, je pense que je trouve qu'en NBA, il y a énormément de protecteurs de cercle qui sont pas forcément des joueurs de 120 kilos. Donc moi, ça me fait pas plus peur que ça. Je pense qu'à bah, je disais Nick Claxton, mais je pense à un Jarrett Allen, par exemple, je sais pas combien il fait, mais j'ai pas l'impression qu'il soit si énorme que ça, même si je pense qu'il est un peu plus large. Donc ouais, même un Porzingis, en vrai, le rapport taille-poids, bon, Porzingis c'est plus grand, hein, mais le rapport taille-poids doit pas être vraiment grandement différent de celui d'Azanewell. Donc juste pour dire que pour moi, le physique m'effraie pas plus que ça. Je lui souhaite d'avoir. Alors, Nick Claxton, c'est une comparaison qui peut être pas déconnante, qui peut être intéressante. Moi, je n'aime pas Nick Claxton pour le problème structurel qu'il pose. Tu peux défendre avec des intérieurs qui sont pas forcément des titans. Je trouve quand même que le bas du corps est trop faible et que l'épaisseur épaule n'est pas assez développée. Maintenant, quand tu regardes les indicateurs statistiques avancés, Hassan il est bon partout. Il y a un truc qui ne prend pas, je peux mentir, mais pas les chiffres. Et les chiffres que j'ai devant moi me disent qu'Hassan est un mec ultra positif et enfin, en tout cas dans les quarts supérieurs dans tous les secteurs au niveau universitaire. Et en plus de ça, Hassan a ramené, en tout cas, est le meilleur joueur d'une équipe qui est retournée en March Madness. Donc, il a fait gagner son équipe en partant sur le terrain. Il a fait gagner son équipe par les possibilités qu'il a ouvertes pour son coaching staff. Et quand il était au niveau lycéen, même si il jouait dans une équipe de monstres, il a été invaincu. Il n'a pas perdu un seul match en high school. Un mec qui gagne à tous les niveaux et qui fait passer des caps à ton équipe. On en a parlé longuement pour Derek Quinn quand on a fait le podcast sur l'intérieur de Maryland. Euh, c'est quand même un signe positif. Vraiment, moi, je peux l'annoncer maintenant, mais j'ai un traumatisme en tête. J'ai un joueur qui a le même morphotype, qui a les mêmes mensurations, qui a le même répartition statistique au niveau universitaire. C'est Zik Nadji. C'est vraiment les deux mêmes, hormis le fait que Hassan prend un peu plus de shoot en NCA, mais Zik Nadji en prenait en high school. Et Zik Nadji, aujourd'hui, il joue pas et le projet, il est quasiment caput de Draconis pour les fans d'Harry Potter. Donc voilà, je n'arrive pas à regarder Hassan et à voir autre chose que Zik Nadji. Donc c'est un biais que j'ai qui est forcément pas objectif et qui est forcément un obstacle de scouting, mais voilà, j'ai le pauvre Dick Nadji dans la tête. Ça marche, on a tous nos biais, c'est bien de le dire. Vu qu'on est sur les shade-off, Titouan, tu as sorti le nom de Nick Claxton, que j'avais aussi, parce que forcément, en plus, il y a le lien Georgia. Zik Nadji, est-ce qu'il y a d'autres noms qui peuvent venir en tête quand on voit ce genre de joueur? Alors au tout début, j'en avais pas. Dans mes notes, j'en avais pas trouvé. Et en fait, c'est en parlant parce qu'on a parlé du physique que j'ai pensé à Claxton et du coup, bah finalement, je trouve que la compa Claxton est pas si mal. Si le nom que j'avais, mais je pense que pour le coup, physiquement, enfin, c'est un autre physique, c'est Wendell Carter Jr., mais dans le profil Je ri- l'attendais. Je suis prêt à celle-là. de Vas-y. rim protecteur qui peut un peu switcher, un peu shooter. Mais effectivement, là, par contre, physiquement, enfin, Wendell Carter Jr., c'est un bonhomme quand même hein, à côté C'est d'Azanouel. c'est le bas du corps, quoi. C'est ce que moi j'avais pensé à Wendell Carter Jr. et tout, et puis je les ai regardés, même Magic et Wendell Carter Jr. Bas du corps, il était déjà ultra développé, et il a des épaules, il est fait en deltoïde, hein, le garçon. Donc, ouais, comment dire, c'est un gars qui est beaucoup moins aérien, qui était beaucoup plus puissant au sol. Moi, si tu veux un pivot undersize aujourd'hui, il faut qu'il m'amène des garanties au sol ou il faut qu'il m'amène un avant-bras incroyable. Il faut qu'il ait un avant-bras qui puisse placer sur les lombaires là, de ses défenseurs ou dans les hanches et dans les reins et qui puisse aller taper. Et j'ai pas encore ça chez Hassan qui a tendance à laisser le défenseur arriver jusqu'à son corps
et utiliser plutôt sa verticalité, ses bras levés pour pouvoir défendre son panier et son jump pour sécuriser, et qui n'est pas dans l'anticipation, qui n'est pas dans le combat avec ses bras pour aller venir gêner les rollmen ou les arrières qui voudraient l'agresser. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable comme à chaque fois, mais euh, est-ce que pour vous, c'est forcément un poste 5? Moi, j'ai pas forcément cette impression-là, en fait. Je me dis que, justement, comme c'est un joueur qui est capable de faire plein de trucs bien, sans être forcément très bon, justement, il offre aussi une certaine polyvalence, et je me dis, comme Titouan l'a dit, qu'il est quand même capable de switcher en défense, etc. Et que ça, aussi, on le dit souvent, hein, on joue le poste qu'on est capable de défendre un petit peu. Je trouve qu'en ça, il offre quand même des options qui sont larges. Donc, moi, je ne serais pas forcément surpris, même si le tir n'est pas encore là et peut-être qu'il ne viendra jamais, c'est une possibilité. Même si les indicateurs sont plutôt assez rassurants, encore une fois, je suis assez d'accord avec Titouan. Est-ce que c'est forcément, il faut forcément l'envisager en 5 dans la projection? Moi, c'est ça aussi ma Bah, question, parce que 2,8 m, on vient de parler d'un garçon de 2,8 m la semaine dernière avec Ace Bailey. Alors, c'est des joueurs complètement différents, on est d'accord, mais sur le physique, sur le papier, ils font la même taille. Après, bon, moi j'avais 2,10 m, mais oui, bon, 2,8 m, faut voir, ça se Hmm. trouve, c'est avec les chaussures. Puis peut-être qu'il a que 19 ans, donc peut-être qu'il va prendre encore un peu. Ça, je te coupe vite fait, mais pour Ouais. donner un chiffre lycée que j'avais, à Monteverde, il était à 2,8 m, 89 kilos. Voilà, Ouais, c'était il y a un an et demi. moi là j'ai 2,10 m pour 100 kilos, mais ouais, bon, on verra au Combine NBA. Mais non, mais par contre, pour revenir à ce que tu disais, Pierre, en vrai, moi je fais partie de la team en 2025 en NBA, les postes on s'en fout un peu. Hmm. Le rôle est plus important que le poste, et pour moi ce sera un protecteur de cercle. Après, si tu veux à côté de lui mettre un autre intérieur, peut-être un peu plus lourd, un peu plus costaud du bas du corps, qui pourra défendre le poste bas, bah, si Newell développe son tir à 3 points. Et c'est là où, pour moi, ce que je disais en fait, sa polyvalence qui lui fait toute sa valeur, c'est que si il a vraiment ce tir, ça te permet justement de, soit tu l'utilises en poste 5, on va dire, si vraiment on veut parler de poste, mais du coup en Hmm. protecteur de cercle. Et dans ce cas-là, bah, tu as cette, cet avantage structurel qui t'apporte, c'est d'avoir ce protecteur de cercle qui, en plus, stretch offensivement. Et donc, tu peux potentiellement avoir 5 shooters sur le terrain. Soit tu veux avoir une construction un peu plus euh, old school, j'ai envie de dire, où en fait, tu vas avoir un autre intérieur à côté de lui qui stretch pas forcément, mais du coup, qui protège aussi la raquette et qui peut défendre le poste bas. Et dans ce cas-là, tu peux avoir deux protecteurs de cercle comme tu avais à l'époque à Memphis avec Jaren Jackson Jr. à côté de Steven Adams, par exemple. En fait, c'est un peu, alors je dis pas du tout, c'est pas Jaren Jackson Jr., hein, je désamorce déjà, mais un peu comme Jaren Jackson Jr., une de ses forces à Jaren Jackson Jr., c'est aussi dans son profil le fait que tu peux à la fois le faire jouer comme, si on veut parler en poste 5, protecteur de cercle, et à la fois poste 4 avec un poste 5 à côté parce qu'il t'apporte ce shoot et que du coup t'es pas avec deux non-shooters sur le terrain. Donc moi je parlerai pas de poche, je dirais que c'est un protecteur de cercle et que voilà, et tu peux l'associer à plein de profils différents à côté de lui. Tu peux mettre que des ailiers, des arrières, tu peux mettre un autre intérieur à côté s'il développe son shoot et c'est là toute sa valeur, je pense. Ouais, je rejoins ça sur le côté, en fait, qui défend aujourd'hui en NBA, il défend pas forcément un gars individuellement, il va défendre dans une sorte de système, dans une façon de jouer les pick and roll, justement, de défendre les pick and roll. Et il peut t'apporter effectivement de la mobilité, de l'agressivité, et il peut faire les sugas pour aller récupérer. Donc oui, tu peux le faire jouer avec un autre grand, tu peux le faire jouer avec, ouais, tu peux le faire jouer avec beaucoup de monde, puisque cette année, il a été bon en jouant 4, mais dans un rôle de 5, ou en jouant 5 dans un rôle de 4. Donc, Hmm. il y a de la polyvalence. Moi, mes inquiétudes, elles sont pas trop sur est-ce qu'il peut fitter. En fait, si son développement, il se fait, et que le développement physique, il est à la hauteur de ce qu'on attend, de ce qu'on espère, en fait, pour lui, qu'il n'y a pas d'obstacle là-dessus, et qu'en plus de ça, il va apporter un peu de shooting, un peu de toucher, parce il a ça en magasin, et il a du IQ basketball, et encore une fois de la mobilité. Ça peut marcher dans énormément d'équipes. Moi, j'ai plus le peur qu'en fait, ils deviennent jamais. Enfin, pour moi, en fait, le corps fait trop obstacle pour devenir quelque chose en NBA. Voilà.
on va partir, on l'a fait les shades off, on va partir sur la projection, même si on a bien commencé à le faire. Euh, Qu'est-ce qui peut devenir au terme de son contrat rookie? Est-ce qu'il n'y a pas un monde, j'ai envie de voir le scénario positif, où c'est ce genre de joueur qui complète, qui peut très très bien compléter une équipe qui a des ambitions, être le quatrième ou cinquième larron d'une grosse équipe. Parce que justement, Hugues, tu l'as dit, je trouve ça très intéressant. C'était sur le côté que c'est un garçon qui a fait partie de gros programmes, qui, quand il est dans un programme qui est plus faible, il arrive à l'améliorer. Mm. On a l'impression qu'il trouve toujours une solution pour apporter une espèce de plus-value. Donc ça, c'est quand même quelque chose à mettre au crédit. Très, Enfin, pour très moi. clairement. Et puis en plus de ça, le profil de joueur va avec ce que les meneurs aujourd'hui, en tout cas les arrières NBA aiment. Donc c'est un gars qui va offrir pas mal de situations sur pick and roll, qui va être bon avec les bons passeurs, qui va aller récupérer du rebond sur les shooters. Donc en termes de partenaires de jeu, de joueurs qui veulent scorer et mettre des points sur les zones d'arrière, il est très très complémentaire. Donc je pense que c'est un mec avec qui beaucoup de joueurs vont vouloir jouer. Titouan, ton avis sur ça, sur le meilleur monde possible pour Azanouel? Bah, je pense que le meilleur monde, enfin son plafond ultime, en fait, c'est un rim runner, rim protecteur, mais qui a du shoot en plus. Donc du coup, tu as un rim protecteur shooter de 2,8 m, peut-être même 2,10 m. Et bah, ce serait assez incroyable. Et je pense qu'effectivement, dans une équipe compétitive, c'est un joueur qui peut, même dans son contrat rookie, intéresser. Alors, je pense à un Derek Lively, c'est pas du tout le même profil. Hein. Derek Lively a du passing, enfin à d'autres, c'est pas du tout le même profil, mais un peu à la Derek Lively, est un joueur qui en fait dès son année rookie peut intéresser des équipes compétitives qui, avec le nouveau CBA, n'ont pas forcément le cap space et n'ont pas forcément une capacité à construire, par exemple, sur le poste d'intérieur via la free agency ou via des trades parce qu'en en fait, ils ont déjà blindé leur salary cap. Et du coup, tu es obligé de. Enfin, les contrats rookies ont énormément de valeur parce qu'ils sont assez faibles. Donc ouais, je serais pas étonné que ce soit un joueur qui, dans son année 2, 3, voire 4 de son contrat rookie, se retrouve dans une équipe qui fait les playoffs, par exemple. Mais je pense même qu'il va être cherché par des équipes plus compétitives que des équipes hors construction. Parce que Ouais, ouais. il n'a pas un profil de je vais te mettre beaucoup de points que vont chercher une équipe de fond de tableau. Il n'a pas un profil de je vais être une encre défensive poste 5 à l'ancienne, entre guillemets, qui va exciter quelques équipes encore qui draftent ce genre de profil-là dans le top 10. Donc, ça va être un joueur qui va être sur un entre-deux d'une équipe qui, effectivement, comme l'a très bien dit Tutan, veut se renforcer sur les zones intérieures à faible coût et qui a tellement de qualité en magasin qui peut fonctionner dans beaucoup de dispositifs. Donc, aujourd'hui, vous regardez les conférences de NBA. Les Grizzlies, par exemple, ont adoré ce genre de joueur-là avec Brandon Clark. Les Warriors adoreraient avoir Hassan Newell. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'équipes là qui ont peut-être fait une saison un peu décevante, qui vont se retrouver bordure play-in, qui vont se jeter sur Hassan Newell et qui vont pouvoir l'utiliser sur des petits temps de jeu de 10-15 minutes en sortie de banc en première, deuxième, troisième année. Bah, du coup, la question est toute trouvée. Vous l'avez où dans vos boards respectifs? Bah, je l'ai mis à cet endroit-là, moi. Je crois qu'il est 18-19, hein. Donc ce qui est plus bas que mes camarades parce que encore une fois, je crois pas dans ce corps. Je crois pas qu'il pourra devenir le joueur que des personnes qui l'ont top 10 voient en lui. Ouais, moi, Ouais. je l'ai un peu plus haut. Je crois que je l'ai bordure loterie. Je dois l'avoir top 15, enfin fin de top 15, un truc comme ça. Donc ouais, fin de loterie. Ouais. Par rapport à tes autres intérieurs, c'est surtout ça en fait pour moi. C'est par rapport aux autres intérieurs de la QV. Hmm. Bah, Euh, j'ai Malouak qui est quand même pas mal devant parce que la rim protection est quand même assez élite avec de la mobilité. Mais sinon, il est pas loin il est avec du Danny Wolf, tu vois, mhm. dans le même range, dans un profil totalement différent pour le coup, que ce soit physique ou basketballistique. Il serait- Ouais, oui, pour le coup, là, si tu mets les deux ensemble, t'es pas mal.
Mais oui, pour moi, tu as vraiment dans les intérieurs, si on veut parler par poste, vraiment rim protecteur, poste 5, entre guillemets, si on veut parler par poste. Pour moi, tu as Malouak et après, derrière, c'est assez large. Donc, j'ai du Wolf, j'ai du Newell, puis un peu plus bas, j'ai du Thiam, bon, tu as du Sorber. Enfin, après, on commence à être dans les prospects un peu plus sombres. Moi, je suis à peu Ça près marche. dans la même répartition. Genre, j'ai Maluak qui va être un peu devant, mais j'ai pas encore assez apprécié Maluak individuellement. J'ai trop aimé regarder Cooper Flag qui me brûle mes yeux à chaque fois de bonheur. J'ai Danny Wolf pour la créativité. Et après, j'ai Derrick Quinn qui est très, 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 très haut, mais sur un profil de un plus 4-5. Donc voilà, en termes de protection de cercle, en fait, derrière Maluak, vraiment, j'ai Hassan Wall. C'est mon deuxième gars. Ça marche. On va passer maintenant, j'ai envie de dire, au traditionnel. Échelle de croyance. Faudrait faire un Par jingle. rapport. Ah, presque. J'ai presque envie avec Je un peux chanter. jingle un peu mystique avec Madame Irma, système, échelle de croyance et tout. Ça peut être sympa. Bah, d'ailleurs, si un auditeur veut faire ça, on est ouvert, hein, n'hésitez pas. Non, je Ça peux peut chanter, être- hein, vraiment, j'insiste, hein, je peux chanter. Non, non, mais en fait, moi, personnellement, je m'en fiche, mais tu sais très bien le pourquoi du comment. Tu sais que c'est contractuel, Moïse. Tu sais bien. Tu es tombé Peut-être dans la pas, mais marmite étant petit. Tu arrêtes maintenant. Alors, on y commence sur cette échelle de croyance. Bon, moi, je suis pas mal, hein. J'y crois beaucoup parce que je me dis que même si le shoot vient pas, t'as quand même de la protection de cercle. Enfin, t'as un rim protecteur qui peut switcher. Donc, pour moi, ça aura plusieurs contrats NBA. Même si, bah, comme dit, si le shoot vient pas, peut-être que ce sera qu'en sortie de banc, peut-être que ce sera juste un super pivot backup. Mais en termes de longue carrière NBA, de plusieurs contrats NBA, ça, j'y crois pas mal, ouais. Donc je dirais, allez, 8 sur 10, 9 sur 10 même. Allez, je suis assez chaud. Je pense ah ouais, que il y croit vraiment. bah, c'est que je pense vraiment que le physique va pas être si problématique que ça et que s'il est problématique pour être un pivot titulaire qui joue 30 minutes par match dans une équipe qui fait les playoffs tous les ans, j'ai du mal à croire qu'il trouvera pas au moins une place dans un rôle de pivot backup ou un truc comme ça. Donc, en plus, si sur la partie projection du tir, pour être donc plus qu'un simple rim runner, là, peut-être que je suis un peu plus mesuré parce que même si les indicateurs sont bons, bah, on sait jamais. Il y a déjà eu des joueurs avec des bons indicateurs qui ont Bien jamais sûr. transposé leur shoot. Donc là-dessus, je suis peut-être un peu plus mesuré, mais Transposé. quand bien même le shoot viendrait pas, je pense que c'est un joueur qui fera plusieurs contrats NBA. Ouais. Alors, monsieur l'instituteur, on est comment sur l'échelle de croyance? Bah non, moi j'arrive pas à y croire. Alors oui, pour avoir plusieurs contrats NBA, peut-être, oui, on peut se dire que d'accord, si tu me dis il peut être dans un mood Brandon Clark, ce qui serait très bien, pourquoi pas. Hum. Euh, pour devenir le pivot titulaire d'une équipe, non, j'y crois pas trop. Après, c'est vraiment ce genre de profil où je me suis très souvent trompé. Genre, je croyais de ouf en Vic Nadji, je croyais de ouf en Kai Jones. Bon, bah, ça marche pas. Je croyais pas en Bama Adebayo. Bon, bah voilà, Bama Adebayo est une superstar NBA. Donc, c'est pas ma came. Moi, les intérieurs montés fins, ultra mobiles, là, je croyais pas, enfin, je croyais plutôt bien aux Zach Collins, pardon, et Zach Collins, voilà, aujourd'hui, c'est pas non plus ça. Donc, voilà, je suis assez, comment dire, je suis assez mauvais pour estimer ce genre de gars-là, mais je n'y achète pas, je n'y touche pas, du coup. Ça me rebute un peu trop. Ça marche. Eh bien, messieurs, ainsi va se finir cet épisode sur Asa Newell. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour un nouveau prospect. D'ici là, bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Comme d'habitude, vous likez, vous partagez, vous kiffez, vous en parlez à vos familles, à vos amis, à vos clubs de basket. Et puis, on se dit à très vite. On vous embrasse, prenez soin de vous, c'est important. Ciao. Bye bye. Des bisous.